façon, un podcast enregistré avec une intro qui n'est pas foirée, c'est pas un vrai podcast. Merci Anto. Bref, attention, 3, 2, 1, je prends l'inspiration et je démarre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode spécial estival du podcast. Vous nous avez vraiment manqué et donc on vous concocte pour les mois de juillet et août. C'est un petit épisode spécial à écouter au bord de la mer, à la montagne ou chez vous tout simplement. Et on va ensemble avec l'excellent Anto. Salut Anto. Salut Sébastien, je suis content que tu aies enfin décidé de nous reprendre, Laurent et moi. Crois-moi, on a des choses à te dire. On a bien vu tes petits épisodes du podcast sans nous. Et sire, on en a gros. Mais je vois pas du tout de quoi tu parles. Et comme tu parles de Lolo, comment ça va Lolo ? Super, et vous les gars, comment allez-vous? Je suis vraiment super heureux de revenir après avoir perdu tous mes identifiants. C'est pour ça que j'arrivais plus à me connecter, désolé à nos auditeurs. Et Sébastien, merci de me donner une autre chance d'avoir débloqué la situation auprès de tes contacts. Ah non, mais écoute, c'est toujours avec plaisir. Et donc, merci à tous les deux d'être à nouveau là avec moi pour ce numéro spécial de l'été. Et donc, on va ensemble faire une petite rétrospective de l'année écoulée au niveau numérique. Je pense que ce sera vraiment intéressant de prendre un petit regard sur ce qui a été accompli à tout niveau au niveau donc de l'éducation du numérique en Belgique francophone dans nos écoles. Et puis, on a aussi plein d'autres choses, puisque Laurent, tu as eu un super projet dont tu vas nous parler au niveau de ton école. Oui. Anto, je pense qu'il y a eu pas mal d'activités aussi de ton côté. J'ai entendu parler de Lego, j'ai entendu parler aussi de projets pour les vacances d'été. Les On Playmobil parlera aussi. évidemment de Windows 11. Et puis des nouveautés aussi Microsoft Education qui ont été annoncées pour la rentrée. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal. Vous en dites quoi ? Et Laurent a sorti son chronomètre cette fois-ci. Ouais, Donc, j'ai sorti normalement, mon ça devrait le chronomètre. Ouais. Ah ouais, donc niveau timing, on sait qu'on va être bon. On sait qu'on va faire un épisode qui ne durera pas 3 heures. On y croit à fond, on y croit. faire. Avec cette intro de Excusez-moi, mais 2017. tu sais, tu sais contre qui la Belgique joue. J'ai un petit peu des origines. C'est peut-être ça qui m'oblige toujours à vouloir parler plus que d'habitude. Oui, mais en plus, tu parles en illustrant vraiment par les mouvements de tes mains. Donc c'est vraiment tellement, voilà, c'est tellement cliché. C'est Ce beau. qui est indispensable dans un podcast, effectivement. Ben oui, on a parlé d'une année chargée en numérique. Il s'est quand même passé beaucoup de choses dans nos écoles. Je ne sais pas ce que vous avez vu de votre côté, les gars, mais moi, ça a été vraiment très, très riche en échanges avec beaucoup de projets qui se sont lancés, beaucoup de formations. Qu'est-ce que ça disait du côté de Liège, tiens, par exemple ? Eh bien, écoute, Sébastien, je t'avoue que moi, j'ai vraiment eu toutes les visions possibles parce que j'ai eu la vision du prof dans son équipe qui doit vraiment se bouger pour pouvoir faire face à la difficulté. J'ai eu la vision du formateur qui va dans d'autres équipes pour se faire former. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est quand même du positif, c'est que chacun a dû sortir hors de sa zone de confort pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences, pour faire bon gré mal gré. Et quoi qu'il soit passé finalement dans cette situation, je pense que tous les enseignants pourront s'en resservir d'une manière ou d'une autre. Alors on espère évidemment que le distanciel va être fini et qu'on va pouvoir retourner dans notre classe sans aucun problème à l'avenir. Mais quelque chose me dit que en maîtrisant ces nouveaux outils, ils vont pouvoir s'en servir pour de la remédiation, pour du dépassement. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est maintenant approprions-nous d'une nouvelle manière finalement ces outils. Ouais, non, clairement, franchement, tu résumes super bien la situation et je pense que c'est valable pour toutes les écoles qu'on a accompagnées durant cette deuxième année de transition accélérée numérique avec cette pandémie. Et, de ton côté, Anto, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ça a été une année surprenante, hein, comme Laurent le disait. On a vu vraiment comment les écoles se sont adaptées au final à tous ces contextes. Et je vais dire un peu pareil que Laurent là-dessus, parce qu'on sait que c'est plutôt la pensée qu'on a de notre côté. C'est vraiment de se dire, tiens, ces outils numériques qui ont été très très déployés, on espère qu'ils vont rester dans de bonnes pratiques à des échelles peut-être moins fortes, à des rythmes moins forts. Ça fera du bien aussi, évidemment, faut le dire. Mais j'espère que ça restera effectivement pour permettre de continuer à faire des chouettes activités. Et puis de notre côté, mais je pense que ça on en parle un peu plus tard, ça a été aussi l'occasion de faire des choses qu'on n'avait pas spécialement imaginées, du genre faire des concours de robotique complètement à distance. Et donc c'est l'occasion de se réinventer. Et de ces pratiques-là, on sait d'ores et déjà qu'il y a des choses qu'on a envie de reprendre dans des choses qu'on a repensées à distance, auxquelles on pensait plus spécialement en présentiel, où on se dit, ah tiens, le distanciel nous a permis d'avoir un regard neuf sur le contenu, la façon dont on le fait, et ce qui peut avoir une plus-value pour les personnes qui sont autour de nous. Tu parles vraiment bien, Anto.
Ouais, non, je suis entièrement d'accord et ça rejoint aussi, mon feedback parce que allez, sur l'ensemble de l'année, il y a eu énormément de formations qui ont été demandées par les écoles sur les outils numériques. Et vu le nombre de demandes qu'il y a eu, les thématiques étaient très intéressantes puisqu'on a senti que c'était une continuité du déploiement du numérique accéléré qui avait eu lieu l'année d'avant au moment de la pandémie. C'est-à-dire que les écoles se sont dit, on a déployé du numérique, on a investi du temps déjà pour mettre ça en place. Maintenant, ne nous contentons pas d'avoir déployé l'outil, mais mettons-le en application concrète. Et donc, je me suis aussi rendu compte dans les formations qu'on demandait au niveau des écoles, c'était, oui, du cours à distance, de l'hybridation, mais plus l'année scolaire a avancé et plus on a vu émerger d'autres thématiques. Déjà dans une projection sur l'année suivante, dans le sens, on a déployé des super outils, on les a utilisés pour du cours à distance, on les a utilisés pour de l'hybridation, mais trouvons aussi la bonne manière d'utiliser ces outils dans une continuité pédagogique plus classique, avec tout le monde en classe, et comment faire en sorte de ne pas perdre tous ces acquis et de même continuer à les développer et à évoluer avec. Je pense que vraiment, on sent cette tendance et je crois qu'il faudra qu'on appuie tous ensemble au niveau des acteurs du numérique éducatif en Belgique au sens très très large là-dessus pour la rentrée prochaine, pour aider aussi les écoles qui ne s'en seraient pas rendues compte de ce fait qu'il faudra ensemble motiver, innover sur ce numérique et plus seulement de le penser comme un palliatif finalement à la formation en classe, mais comment l'intégrer toujours pleinement dans la classe et qu'est-ce que ça peut apporter comme aide concrète dans les apprentissages. Moi, je pense vraiment que le plus dur est fait, hein, parce que c'était vraiment se mettre un pied à l'étrier, passer les railleries du début en disant mais pourquoi est-ce qu'on doit utiliser ça, à quoi ça va servir, etc. Je pense que maintenant, ils ont une bonne vue d'ensemble de ce que peut être l'outil dans ses fonctionnalités et on aura plus facile maintenant à faire le chemin inverse en se disant bah tiens, regardez ce qu'on peut faire d'autre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, tu vois, si on devait résumer l'année écoulée, moi je la verrais vraiment sous cet angle, c'est-à-dire un angle finalement très, très positif. C'est-à-dire ça a été dur, hein, les écoles, ça a été compliqué, les formations organisées, il fallait aussi convaincre au sein de chaque école des personnes qui n'étaient pas forcément à l'aise avec le numérique ou qui n'avaient pas forcément une envie au départ. Mais ce qui est chouette, c'est que il y a toujours cette coopération qui avait été déjà apparue pendant le premier confinement et qui a continué toute cette année scolaire, des échanges de bonnes pratiques, des communautés numériques en ligne entre écoles qui se sont formées. Moi, je le vois vraiment au niveau de mes réseaux sociaux, hein, sur le groupe Facebook. Je dois quasiment, hein, je dirais, répondre de moins en moins moi-même. Il y a de plus en plus, en fait, de référents numériques internes aux écoles, de personnes ressources, de profs qui répondent à des questions des autres et qui répondent tout à fait juste. Et ça je trouve qu'il y a eu une évolution quasiment exponentielle en une année. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça de votre côté aussi. Ça permet aussi de changer de rôle, hein, de changer de rôle, de devoir se mettre dans ce rôle de collaboration, etc. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. J'ai cette citation qui me venait en tête pendant que vous étiez en train de parler. C'est une citation que vous connaissez peut-être, je ne sais pas. C'est une citation qui dit une mer calme n'a jamais fait un beau marin. Un bon marin, et je pense que ce côté une mer calme n'a jamais fait un bon marin, c'est aussi se raconter que à travers les galères, on déploie tout un tas d'outils et ces outils-là, demain, ils seront toujours là et on pourra y faire appel de façon plus sereine, plus calme, en ayant traversé une tempête avec ces outils-là. Donc on sait que même en ayant déployé des outils parfois un peu à tatillon, maintenant que c'est fait dans un tel contexte et avec une telle force et énergie, franchement, l'année prochaine, c'est du gâteau à côté de ça parce qu'on a vécu ce qu'on avait de plus dur à vivre, de plus intense à vivre. Et donc, maintenant, je pense qu'avec cette vue d'ensemble que Laurent le décrivait des outils, a priori, on est bon. J'adore cette citation et j'adore l'image parce que c'est vraiment ça, c'est dans la difficulté qu'on apprend. C'est pas quand on est dans des conditions finalement aseptisées pédagogiques. Je trouve ça génial. Et là maintenant, je t'imagine bien avec un bonnet de Cousteau et une pipe. Je sais pas pourquoi, Anto. Je m'imagine toujours dans des postures tout aussi étranges les unes que les autres. Et d'ailleurs, en parlant d'imaginer les autres, est-ce que Sébastien, on n'en parlerait pas un petit peu des projets de Laurent, parce qu'on sait qu'il a travaillé des gros projets ces derniers temps, et Ah ouais. moi j'ai bien envie d'en savoir un peu plus. Ah non, mais Laurent, il est parti dans toutes les directions, c'est le cas de le dire, il est parti à 360 degrés. Et donc, vas-y Lolo, parle-nous un petit peu du projet que tu as mené dans ton école, qui parle un peu de réalité virtuelle aussi, je crois. Enfin, tu nous préciseras un petit peu tout ça.
Alors, je vais essayer vraiment ici de résumer les choses, parce que sachez qu'on m'a mis la pression pour me faire taire aujourd'hui, pour ne pas me donner tout cet espace de parole. Je tiens à le signaler, si jamais je ne suis pas assez complet. Alors, en fait, le projet de cette fin d'année scolaire qui a vraiment été marquant, c'est qu'on a réalisé 2 vidéos en 360 degrés avec mes élèves de sciences sociales. Alors, il y a un sujet qui leur tenait beaucoup à cœur, c'était le harcèlement scolaire, et ils avaient envie de marquer le coup pour essayer de faire quelque chose pour mettre un terme à cette dynamique, parce que certains avaient été victimes eux aussi d'harcèlement scolaire. Et donc, il m'a fait cette demande en début d'année. Alors, j'essaie un petit peu d'aller à tâtons pour voir ce qu'on pouvait faire. Et en fait, il s'est trouvé que, après, pour cette fin d'année scolaire, on devait poursuivre les apprentissages, mais leur faire continuer des tâches traditionnelles, ça aurait été finalement une erreur. Ils n'auraient plus été motivés, ça aurait été compliqué. Et donc, m'est venue l'idée d'analyser ce dernier chapitre en ayant comme objectif bien d'écrire un scénario à l'aide de cette recherche pour après, le jouer, le tourner avec une caméra dont je dispose, et je me suis chargé de toute la partie montage en 360 degrés, mais toute l'histoire des 2 vidéos est basée sur leur propre recherche. Alors, pour pas trop spoiler, on a 2 vidéos, une par classe. Il y en a une qui place réellement dans la peau d'une personne harcelée, et l'autre place le spectateur dans la peau d'un témoin qui assiste à cette scène. Et en fait, le principe, c'est qu'on a vraiment envie, par ces 2 vidéos, de stimuler de l'empathie, essayer de comprendre quelle est cette dynamique de harcèlement, et aussi apporter des solutions. Et je me réjouis vraiment de le partager, parce que, sans trop jeter des fleurs au projet et aux élèves, toutes les personnes à qui je montre ces contenus en 360 degrés qui ne sont pas encore disponibles sur le net, soit ils ont des frissons quand ils regardent les vidéos, soit ils pleurent. Voilà, pour le dire carrément. Et donc, on a décidé avec les élèves d'attendre le mois de septembre pour pouvoir le poster, parce qu'on s'est dit que c'est ça qui serait le plus pertinent pour pouvoir aider. Alors vraiment, la plus-value dans ce projet du numérique, c'est vraiment que la caméra 360 degrés, dans ce cas-ci, a permis à tous les élèves d'être actifs dans cette vidéo. Et donc, ça veut dire qu'il n'y en a jamais aucun qui a été inactif, chose qui est quand même beaucoup plus compliquée quand on utilise une caméra traditionnelle. Et ce que j'ai pu repérer, c'est que ça a réduit également fortement la sensation de gêne qu'il peut y avoir face à une caméra. Ils étaient beaucoup plus libres d'être eux-mêmes et de jouer cette situation, parce qu'ils n'avaient pas vraiment l'impression de se faire filmer, en fait. Alors, je sais pas si... qu'est-ce que vous en pensez Mais Laurent, moi justement, j'avais une question qui me venait en tête dans ce projet-là. Parfois, les enseignants qui nous écoutent ont l'impression qu'on fait des choses vraiment peut-être compliquées ou qui sortent d'un monde d'aliens. Ma question, elle est très concrète. Pour tes élèves, peut-être dont on peut rappeler le niveau C'est dans en la 3e réponse, secondaire. pour tes élèves, ils viennent d'où en 3e secondaire? Ouais. Donc ils viennent d'où en termes de compétences numériques? Parce que de la Mhm. 360, c'est quand même hyper globalisé. T'as du son, t'as de l'audio, t'as du son, t'as de l'audio, c'est la même chose. T'as de la vidéo, t'as du scénario, t'as des machins. Et tu disais qu'ils Ouais. s'étaient tous impliqués à différents niveaux. C'est Mais du ça. coup, ils ont quelles compétences de base? Ce sont des bêtes ou pas? En fait, le truc, c'est que non, on a pris la classe en début d'année. Donc moi, pour être clair, je ne peux avoir mes élèves que 1 an, parce que je ne fais que les 3e secondaires. Et donc, on sait bien qu'on va devoir directement mettre le paquet de A à Z dans le temps qui nous est imparti. Et donc, ça veut dire que c'est des élèves lambda. Ils ne sont ni très bons, ni très mauvais. Ce sont des élèves comme tout le monde, avec leurs forces, leurs faiblesses. Et là, pour le coup, on a su exploiter les forces et les talents de chacun. Il y en a certains qui avaient des talents un peu plus artistiques. Ils ont été mis à profit pour, par exemple, travailler au texte, à la scénarisation. D'autres avaient plus des talents de mise en forme, ils ont réfléchi à la mise en scène. D'autres, j'ai simplement enregistré leur voix. Mais tout le monde a vraiment joué un rôle actif, et c'est ça qui est bien. Et je vais justement faire un petit peu le lien avec ce que Sébastien disait tantôt concernant l'utilisation des plateformes qu'on a après cette période de confinement. Moi, par exemple, pour ce cas-ci, Teams m'a servi pour pouvoir planifier tout le projet avec les élèves, et on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait faire, sur la répartition des rôles. On a également voté sur le nom des 2 vidéos, parce que c'était aussi un projet un peu démocratique où chacun pouvait avoir son mot à dire. Et il faut même savoir qu'une fois que le projet a été sur le montage, après qu'on ait tourné, je les ai invités à faire des visios non obligatoires
après confinement, donc il fallait le faire. Ils étaient déjà saturés de visio. Et là, ils sont tous venus assister à ces visios parce que c'était le seul moyen pour que je leur montre justement à quoi ressemblait ce montage. Et ils m'ont donné des conseils en live. On a modifié directement par rapport à ce qu'ils me disaient le montage. Et donc, ça veut dire que même sans être derrière mon ordinateur, même sans avoir cette capacité technique de faire le montage, ils ont été impliqués. Et donc, c'est peut-être aussi un moyen de rassurer ceux qui nous écoutent. Si même vous, vous avez une compétence, mais peut-être pas vos élèves, il y a toujours moyen de les impliquer pour leur dire comment est-ce que tu voudrais que je modifie ça avec moi, mes compétences d'enseignant. Voilà. C'est vraiment génial. Et toi, au niveau de tes compétences, je crois que ta compétence camouflage a largement augmenté suite à ce projet. Puisque Exactement. je t'ai vu sur des photos et des montages, aller te planquer derrière le coin d'un mur, derrière une poubelle, derrière C'est un ça. arbre, pour que tu n'apparaisses pas en fait dans les scènes qui étaient tournées par les élèves. C'est bien ça? Effectivement, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, le truc, c'est que si j'apparais sur toutes les scènes, je grille totalement ce qui se passe. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi un côté très humain et très social à ce projet, même si le thème l'est déjà. Parce qu'il faut faire confiance aux élèves de A à Z. Il faut couper finalement la prise de vue à partir du moment où toute une scène a été jouée. Il faut savoir qu'en 360 degrés, les scènes durent plus longtemps pour que le spectateur puisse vraiment observer l'entièreté de la scène, s'y mouvoir. Pour ceux qui ne savent pas très bien c'est quoi le principe, mais vous pouvez aller consulter ce genre de vidéo avec un smartphone, déjà avec une tablette, et vraiment bouger votre support mobile pour observer tous les coins de la vidéo. Les élèves, ils devaient faire tout de A à Z et après venir m'appeler pour me dire monsieur, c'est bon, on a fini. Mais ça impliquait aussi que je leur demande qu'est-ce que vous avez pensé, c'était bien. Et c'est eux-mêmes qui me disaient non monsieur, il faut qu'on recommence, c'était pas aussi bien que pendant les répétitions. Donc au niveau humain, au niveau social, confiance en soi, ça a du 200% gagnant, ça a même dépassé mes espérances. Et il faut savoir qu'il y aura un très beau dossier pédagogique qui sera prévu avec ce projet. Et donc, ça veut dire que toutes les écoles qui voudraient aussi faire des ateliers de sensibilisation, eh bien, pourront le réutiliser. C'est franchement top. Bon, moi, je t'avoue que on peut le dire, j'ai déjà vu quelques petits extraits très, très légers, très rapides, et La ça m'a beaucoup VIP. plu. Maintenant, Laurent, tu sais que j'aime poser les questions qui fâchent. Je suis là pour représenter les enseignants qui écoutent ce podcast, enseignants, éducateurs, monde extrascolaire, tous ceux qui nous écoutent avec attention et qui se posent une question. Bien sûr, Laurent, ici, on parle de numérique, on parle d'une technologie qui est vachement sexy, qui est la 360. Est-ce qu'on peut maintenant parler de l'investissement en termes d'heures de travail? Laurent, ce projet, c'est combien d'heures de travail pour toi? C'est combien de nuits tu n'as pas dormi? Je vais être honnête avec toi. D'abord, l'écriture et la recherche, parce que les deux allaient de pair, ça a duré plus ou moins 2 semaines. Donc, ça veut dire que j'ai 4 heures de cours par semaine. On avait 8 heures de cours. Et donc là, en gros, ces 2 semaines, ces 8 heures de cours ont été consacrées à la recherche sur ce qu'est la dynamique de harcèlement et ensuite la mise en papier des premiers jets. Donc, en classe, là, ça a duré 8 heures. Après, le tournage en tant que tel a duré aussi 2 semaines, donc ça compte 8 heures de plus directement à l'école. Alors ensuite, en ligne, ils ont affiné leur premier jet, donc ça a duré plus ou moins, à mon avis, 2 heures, où ils ont eu un scénario qui était un peu plus abouti. Et puis moi, après, le plus gros du travail était finalement pour moi, c'était de mettre au montage toutes leurs idées. Et là, je vais être franc avec toi, je crois que j'en suis à 50 heures de montage. Voilà. Mais parce que j'avais l'envie de le faire, parce que j'avais cette envie que le contenu soit beau par rapport à leur belle idée, mais il est évident qu'on aurait pu diviser ça par 2, par 3, si jamais on avait du temps qui n'était pas autant disponible. Donc ça, c'était une volonté de ma part, et j'espère que vous saurez justement apprécier le temps qui a été consacré. Puis tu as un gros défaut, tu es un peu perfectionniste. Oui, oui, ouais, Oui, là en ici pour le plus, coup, ça il est rendu très pour très ça. perfectionniste, et je peux dire que le rendu est très très professionnel quand on le voit, l'audio, etc. C'était pas une question piège, hein, que ça soit clair, et c'est pas une question Oui, pour désespérer les enseignants qui voudraient se lancer dans des projets numériques. C'est juste parce que derrière ce genre de projet, évidemment, d'abord il faut dire plusieurs choses. Je pense qu'il faut dire que, tu le disais, Laurent, c'est accessible dans le cadre d'une année, même si des élèves n'ont pas tout un tas de compétences, tu les développes avec eux, ces compétences. Mais il faut dire aussi que tu ne viens pas de nulle part, tu as déjà fait des films avec des caméras classiques, on va dire, des films plus courts, des petits projets, tu as déjà fait tout ça, et ça t'amène aujourd'hui à... c'est ton côté ambition, et ça montre aussi combien le numérique peut t'accompagner dans une progression personnelle, de aussi t'amuser toi en tant qu'enseignant, de dire j'y vais petit à petit, du podcast vers la vidéo, de la vidéo vers la 360 à l'heure actuelle chez toi. Et donc,
clairement, le projet, il est beau et comme tu dis, ça peut être une collaboration avec des étudiants. Je pense que tu peux aussi collaborer avec des étudiants qui étudient pour devenir réalisateur ou spécialiste là-dedans. Et c'est aussi peut-être une occasion d'aller s'ouvrir vers d'autres mondes. On sait qu'on adore ça. Mais c'est parce que je voulais aussi mettre en avant le travail de tes élèves et le travail que tu fais parce que je pense que quand les gens verront le résultat, ils verront que ça a été très très bien fait. C'est très sérieux, c'est très poignant pour ce que j'en ai vu et j'ai pas encore tout vu. Et donc déjà bravo pour ce travail-là parce que l'air de rien faire ça cette année-ci qui n'était pas facile en plus, c'est vraiment un beau projet, bravo. C'est peu de le dire, c'est peu de le dire. Et alors, il y aura un petit challenge, c'est voilà, dans la vidéo 3D, vous pourrez essayer de retrouver où se trouve la caisse en carton de camouflage de Laurent, un petite référence Solid Snake. Metal Gear Solid. Celles et ceux qui le connaissent. Voilà. Voilà. Bah ouais, je me réjouis aussi de vous le partager. Ce sera disponible sur les réseaux de notre école avec un beau dossier pédagogique. Donc, tous rendez-vous vers la mi-septembre. Et alors, j'avais une dernière remarque plus sur le fond de ton projet finalement que sur la forme numérique. Comme ça parlait de harcèlement, c'est pas du tout lié au numérique ici ce que je veux dire, c'est le harcèlement au sens large, mais le numérique est un outil, est un média qui permet de la communication et qui donc permet aussi le harcèlement pour les personnes mal intentionnées. Je recommande, et on mettra en description de l'épisode, l'excellent documentaire de Myriam Leroy et Florence Hainaut qui s'appelle #salepute, qui est disponible en fait sur Ovio de la RTBF, sur Arte aussi depuis un peu moins longtemps, et qui donc est un état des lieux absolument effrayant du harcèlement vis-à-vis des femmes dans la société actuelle. Voilà, j'invite vraiment chacune à voir ce documentaire pour s'ouvrir en fait l'esprit à cette problématique, et je pense que ça fera un lien très très bien aussi avec le thème finalement de fond de ta vidéo 360. Et toi, Anto, qu'est-ce que tu as fait de beau ces derniers temps? Parce qu'on a entendu parler de Lego et avec de l'utilisation aussi justement à distance, hein, comme tu le teasais un peu tout à l'heure. Comment ça s'est passé? Raconte un peu. C'est marrant, on entend souvent parler de Lego quand je suis dans la pièce. Mais du coup, Je vois pas effectivement, pourquoi. pour Technobel cette année à distance, je sais pas pourquoi non plus. Cette année à distance, ça a été notamment, comme vous, dans le monde de la formation, on a formé beaucoup à distance, on a formé des équipes à de nouveaux besoins. Très clairement, on peut dire que, bien sûr, on a été amené à aller beaucoup plus vers ces outils de collaboration entre équipes. Mais on a dû aussi réfléchir à des événements phares, et notamment Technobel, c'est l'organisation chaque année de Make It. Make It qui est l'événement qui met en avant le fait d'apprendre par le faire et d'utiliser le numérique dans divers domaines. C'est la mise en avant des STEAM en fait, pour les plus experts dans le sujet. Dans ce domaine-là, nous, dans cet événement, le côté phare, c'est la First Lego League, le concours mondial de robotique Lego, pour lequel nous sommes porteurs de la manche francophone pour envoyer des équipes en finale du championnat français. Souvenez-vous, nous, on est reliés au championnat français par facilité linguistique. Et donc, on organise chaque année ce concours. Pourquoi la France? Facilité linguistique, comme on le disait à l'instant. Ce concours, les jeunes, ils reçoivent une natte de jeu avec différentes missions en briques Lego à mener. Elles doivent construire, imaginer, concevoir, programmer un robot qui va être capable de faire un maximum de ces missions-là en 2 minutes 30. Et elles ont du mois de septembre plus ou moins au mois de janvier pour se préparer. Et au mois de janvier, elles viennent nous rencontrer. Elles rencontrent des équipes de partout en Wallonie et à Bruxelles. Elles font aller leurs robots. Elles rencontrent des jurys pour expliquer ce qu'elles ont fait. Elles montrent des projets aussi, mais ça, j'en parle pas trop aujourd'hui. C'est un gros Hunger Game. C'est un gros Hunger Game, mais avec beaucoup de collaboration. On met en avant, c'est ce qu'on appelle la coopétition, le fait de collaborer tout en étant en compétition. Et on dit toujours, ce que j'apprends est plus important que ce que je gagne. Ça, c'est la phrase clé de cet événement. Bon, chaque année, cet événement-là, on l'organise en présentiel. On a la télé locale qui nous soutient, qui est là chaque année pour présenter. On a les caméras, on a un gros setup. C'est super impressionnant. Grosse pression. Et puis, plus les mois passaient, et plus on se disait, OK, on doit imaginer de nouveaux scénarios organisationnels. Donc, on a tablé à la base, dès l'été dernier, on avait 5 scénarios de comment va se passer la First Lego League en fonction de. Spoiler alerte, il n'y a aucun des scénarios qui a été déployé pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'a jamais imaginé que ça allait s'empirer plutôt que s'améliorer. Et donc, on a eu reconfinement, machin. Donc, à un moment donné, on a des équipes qui n'ont pas pu se rencontrer pour préparer le robot. On a eu des coachs qui ont eu du mal. On a eu des équipes qui ont jeté l'éponge, qui ont dit, écoutez, cette année pour nous, c'est compliqué. Et on est arrivé finalement, et on n'en est pas peu fiers, au mois de mai dernier,
dernier à pouvoir enfin caler une date. Et on avait choisi par sécurité de rester à distance, mais en utilisant tous les moyens qu'on avait découverts pendant l'année pour que ça soit ludique. Et donc on a reproduit cet événement, mais avec une plateforme en ligne, GatorTown. Les équipes sont venues s'y rencontrer, ont pu rencontrer les jurys directement sur la plateforme. Les jurys se sont amusés comme des petits fous et les gamins aussi, Génial. parce qu'on se retrouve transformé dans un monde de jeux vidéo. Hein. Laurent, je sais que tu l'utilises aussi, c'est un truc assez génial, GatorTown. Et on retourne tous en enfance en train de jouer à des jeux en 2D, c'est vraiment ludique. Les équipes ont enregistré leur jeu du robot, donc au lieu de le faire en direct, elles l'ont enregistré bien à leur aise sur vidéo avec des consignes très précises pour être sûr que les règles étaient appliquées à tout le monde. Ça veut dire qu'on a arbitré à distance aussi, ça veut dire qu'on a arbitré en asynchrone, c'était la première fois qu'on l'avait. Moi je dois avouer qu'il y a différents points de vue chez les arbitres. Il y a des arbitres qui préfèrent être dans le feu de l'action, quitte à commettre la petite faute ou à ne pas être sûr ou avoir des débats, et puis il y a des arbitres, j'en fais partie, qui adorent évaluer de façon asynchrone, parce que ça permet de voir tout sous un certain angle. Et donc, ça nous a permis de voir l'événement un peu différemment. Et en plus de ça, on a également filmé cet événement pour que ça soit un live Facebook complet pendant plusieurs heures. Les gars, maintenant, tu vois, en fait, je vois que tu te sers de tout ce qui est à distance pour pouvoir améliorer la First Lego League. Alors moi, je me pose une question. À quand le VAR pour la First Lego League, quand vous le ferez quand même en présentiel? Alors c'est quasiment une vraie question. À quand le VAR? L'utilisation de vidéos pour les arbitres, ça a été fantastique, je trouve, ne serait-ce que parce que nos arbitres ne savent pas à l'avance quelles missions vont accomplir les équipes. Et donc, il est très difficile pour un arbitre. L'arbitre manipule moins la zone de mission que les équipes. Les équipes, elles manipulent ces missions pendant 6 mois. Et donc, elles les connaissent très bien. Et que les arbitres, eh bien, on a beau explorer, tester, essayer, on a moins cette faculté à pouvoir pousser les missions à la faute pour voir, tiens, quels sont les points de débat. Et donc, le fait d'avoir eu les vidéos, ça nous a permis ça. Donc, c'est un peu ce côté VAR que tu citais avec humour. Moi, personnellement, je ne serais pas contre que les équipes continuent à nous envoyer, même quand on sera de retour en présentiel, leurs vidéos une semaine avant pour nous montrer à quoi ressemble un de leurs matchs type et pouvoir se dire, ok, on se prépare à avoir telle mission, telle mission, telle mission, on sait comment on les évalue, on est plus à l'aise sur la façon dont on les évalue et c'est tout bénéfice pour les équipes. Et puis, il y a eu, là je veux dire un grand bravo aux collègues qui ont fait un travail de fou. Le développement Technobel ces dernières années, ça a aussi été un développement sur les moyens. Si vous vous souvenez bien, on a commencé avec les Technobel Live il y a 1 an. On avait ma caméra dans exactement cette pièce avec exactement ce décor. Et on faisait les Twitch live, on répondait aux questions, on se marrait, on montait des robots Lego, etc. Et puis maintenant, on en est avec un montage, avec un setup qui est incroyable. On est capable de faire des trucs en mobilité, on est capable de faire... On avait une réalisation complète avec 3 caméras, donc multicam avec des micros sans fil de qualité, de vraiment bonne qualité, mais qui restent accessibles parce qu'on a toujours fait le choix de compromis pour que eh bien, le monde éducatif puisse aussi faire ce genre de choses. Et donc ça, c'est aussi une amélioration de cette dernière année. Et Make It 2021, à distance, ça a été aussi ça. Ça a été un gros défi technique que l'on raconte d'ailleurs sur le blog de Technobel, si je peux faire la petite pub, ce défi technique de déployer plateforme à distance pour les participants, que ça reste un événement, que ça reste un live avec 3 caméras qu'on a géré tout seul en interne avec l'aide de quelques copains d'autres structures et qu'on remercie très fort pour leur aide. Mais ça a été vraiment un gros truc et donc pour nous, c'est le point culminant de cette année à distance et la synthèse de tous les mondes qu'on avait rencontrés dans les mois précédents. Et Laurent, il faut savoir que quand on enregistre ces podcasts, il y a un petit chat où on peut s'envoyer des petites insultes et des petits messages. Et Laurent en profite pour me rappeler que les lives de Technobel, c'était aussi une soirée. C'est vrai. C'est pas un vrai live. Ce qu'il ne dit pas, c'est que le message d'après, c'était le talent d'échouer et la place de l'erreur. Entendez par là le positif dans le fait de rater. Non. Quelle médisance. Tu l'auras ton épisode, tu l'auras. Mais donc voilà Sébastien, pour un peu ce point culminant, effectivement ça a été Make It 2021 à distance qui a été la synthèse de tout et je pense que pour l'an prochain ça nous a appris plein de trucs dans le contact avec les équipes, dans la façon dont on peut prévoir peut-être l'arbitrage, dont on peut entraîner les arbitres. Pour les équipes aussi ça a eu un côté rassurant d'être en vidéo asynchrone. J'ai des coachs qui m'ont dit en fait au niveau pression on s'est senti bien de se dire qu'on enregistrait la vidéo à notre rythme, à notre aise, qu'on recommençait s'il fallait. Parce que c'est vrai qu'en direct, et c'est aussi ça qui fait le plaisir, bien, le robot, des fois, il foire. Et quand il foire, eh bien, on a perdu un match. On a une tentative de moins. On a 3 tentatives au total. Et on a une tentative de moins où on sait que là, ça a calé un petit peu. Terrible. Mais c'est vrai que je retiens aussi l'idée de vous transmettre les vidéos pour pouvoir, d'un point de vue vraiment organisationnel, préparer à l'avance, etc. De ma petite expérience, je dirais que c'est vraiment un truc à garder. Quoi, parce que je crois que ça vous permet d'avoir une vue beaucoup plus globale sur le projet et d'anticiper. Parce que les foirages, c'est toujours fun. Mais bon, il faut avoir un plan B, un plan C, etc. À prévoir au cas où. Et je trouve qu'au niveau rattrapage, ça peut vraiment faire la différence.
Ouais, tout à fait. Puis ça nous a permis aussi, et ça, peut-être que je clôturerai là-dessus, en termes de communication envers les équipes, chaque année, nos jurys sont très sérieux, ils ont des grilles d'évaluation, ils prennent des notes, etc. On a des piles et des piles de notes, sauf que ces notes-là, pour être très honnête, elles sont pas souvent reconfiées aux équipes après, alors que c'est super intéressant parce que c'est tout ce que les jurys ont noté pour que les équipes s'améliorent. Et donc, soit les équipes nous en font la demande, on essaye de leur retrouver le document, etc. Mais en fin de journée, quand on a un gros rôle comme ça à ranger, souvent, c'est un peu compliqué. Et le fait que ça soit à distance nous a permis de structurer. Toutes les équipes ont reçu un check-up de leur concours avec leur grille d'évaluation, avec les commentaires des jurys, avec les petites notes d'amélioration. Et ça a été beaucoup plus facile parce que là, on était en full numérique, du coup, parce qu'on avait le temps d'être en full numérique. On avait le temps d'avoir des grilles en PDF, on avait le temps d'avoir ça. Cette temporisation différente nous a permis de bosser de façon beaucoup plus sereine. Et donc, pédagogiquement, in fine, pour les équipes, je pense que c'était plus complet. On a hâte de retourner en présentiel, je vais pas mentir, surtout que le thème de l'an prochain est hyper excitant parce que ce sera Cargo Connect, donc c'est tout ce qui est attrait au monde de la logistique, donc ça va être super cool. C'est un grand défi. On a hâte d'y être, on a hâte d'y être. Eh ben, c'est bien, bien, bien cool tout ça. Ben, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de cette rétrospective. Et moi, de mon côté, il y avait eu pas À mal part de toi, choses. tu nous as rien dit, hein. Ouais, ben, voilà, bon, j'y viens, j'y viens. Ouais, il y a eu deux, trois trucs sympas. Ben, je vais pas redétailler parce on a parlé de pas mal de choses dans les numéros précédents des podcasts, mais je retiendrai quand même, je pense, deux, trois choses majeures cette année. Il y a eu la continuité du projet Timmy avec l'équipe de Néomythique, donc qui est un outil qui a été développé pour aider les personnes qui gèrent les plateformes Microsoft des écoles à pouvoir administrer Teams de manière nettement facilitée avec plein de modules. Et donc, Non Anto qui lâche un petit commentaire dans le chat, genre le mec il fait des podcasts sans nous, alors il s'en fout de ses actualités. Et qui vote la session. Moi, je pensais qu'il y avait le secret des infos, mais en fait, tout est révélé au grand jour. Non, mais quand je vois les trahisons, dis pas ça, Anthony est un judas. On est sur la transparence maintenant. Mais donc, ouais, donc le projet Timmy, c'était vraiment chouette de continuer à avoir un œil dessus et aider l'équipe de Néomythique à continuer à développer ce chouette outil. Et s'il y en a parmi vous qui ne le connaissent pas encore, voilà, c'est vraiment un outil top pour l'administrateur ou l'administratrice de votre plateforme Microsoft dans votre école. Et ils sont en train de préparer en fait toute une foule de modules pour les profs. Qui arriveront pour la rentrée prochaine, qui permettront en fait de rajouter des fonctions dans Teams qui n'existaient pas au départ, fonctions natives de prise de présence, un système avec un carnet de points, etc. centralisé, vraiment vraiment top. Donc un projet à continuer à suivre, je pense, ou à découvrir si vous le connaissiez pas encore. Et il y a en plus évidemment de toutes les formations, etc. Il y a un deuxième projet qui a attiré pas mal mon attention cette année. C'est le projet INAF dont j'ai parlé justement dans le précédent épisode du podcast avec une petite micro-série qui lui sera consacrée. Et donc c'est un espèce d'accélérateur de maturité numérique pour les écoles qui va fonctionner pendant une année scolaire entière, l'année scolaire à venir. Les écoles pourront s'inscrire en fait gratuitement et sur base des candidatures, il y aura 3 ou 4 vagues à peu près par trimestre, où les écoles seront sélectionnées en ayant présenté leur projet, et l'équipe donc de chez Atoll Networks permettra de les aider et de booster en fait leur transition numérique pour comme ça créer des modèles de référence de projets qu'on pourra réutiliser dans d'autres écoles. Et voilà, je pense que c'est vraiment une chouette initiative. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a dans les archives du podcast, dans le numéro précédent, un bon gros quart d'heure qui est consacré à ce projet. Merci Sébastien. Je t'avais coupé en plein élan, mais je trouvais ça super intéressant d'avoir ton point de vue parce que tu es l'hôte de ces podcasts et parfois tu oublies de nous dire aussi que toi aussi Oui, dans ton mais année tu ça a as été raison en fait. un Je crois que c'est un chamboulement. défaut, c'est que j'aime bien en fait prendre des nouvelles de tout ce qui se passe et je ne communique pas assez sur ce que je fais moi-même. Sébastien, en fait, est fort pour mettre les gens en lumière, mais en fait, c'est peut-être lui la lumière, n'est-ce pas? Oh, c'est gentil ça. Oh là Il est là. poète, Lolo. Oh, c'est C'est beau. l'été. J'ai envie de revenir sur le prochain épisode. Ah, c'est ça en fait. Tu me vois, j'en pose des poils. Tu me dis, En contexte d'Euro de football, Sébastien, c'est un peu le Thibaut Courtois du numérique, hein. On le voit partout, tout le temps, et tout le monde le connaît. Donc, il a arrêté tous les ballons, le mec. Il est tous. Il n'y a pas une seule école qui n'a pas entendu parler de Sébastien cette année-ci. Donc, on va espérer. En tout cas, j'ai tout fait pour, donc on verra. Non, mais plus sérieusement. si vous ne connaissez pas Sébastien, contactez-nous. On vous le présente. Voilà, c'est ça. Je vous enverrai mes références. On t'envoie son 06 04.
Ouais, tout à fait. Et donc, bah, voilà, ça c'était un petit peu mes nouveautés. Puis il y a une nouveauté qui ne me concerne pas directement en tant que personne, mais qui est très récente, mais qui vous concerne, je pense aussi, si vous aimez évidemment le numérique, c'est la toute récente annonce officielle de Windows 11. Est-ce que vous en avez entendu Je parler? savais que tu allais en venir à ce fameux Windows 11 qui... Alors, je dois avouer que c'est le premier truc que je me suis dit quand ils l'ont présenté. Alors bon, il y a l'esthétique qui peut faire débat, surtout quand on est du monde Microsoft depuis longtemps et qu'on se dit, ils sont en train de me faire un Ah, truc c'est une qui petite ressemble un peu à ce révolution hein, de qu'on ce point a de vue-là. à d'autres endroits. Petite révolution d'arriver au centre, et c'est très important dans tout ce qu'on raconte. Par contre, je pense à une école, et là, Windows 11, première annonce, Windows 11 compatible avec les applications Android. Un mode tablette qui a été complètement repensé, donc pour tout ce qui est hybride, on a un appareil qui fait ce que deux appareils font. Et donc honnêtement, alors là, comme un fan de tech, c'est juste merveilleux, et ça, c'est prometteur aussi, je pense. Donc j'ai vraiment hâte de mettre les mains dessus. Je pense que l'un d'entre vous, et je ne dirai pas lequel, a déjà les mains dessus, sur Windows 11, et pourra Ouais. nous en dire peut-être un peu plus. Et toi, Laurent, je ne sais pas si tu as déjà vu un petit peu ce qu'ils ont annoncé aussi. J'ai juste vu les informations qui sont parues dans les médias. Ouais, non, il y a vraiment une foule de nouveautés et je pense qu'on ne pourra pas être exhaustif aujourd'hui et c'est pas le but. Mais globalement, donc moi j'ai installé la preview de Windows 11 donc ça s'appelle le mode Insider. C'est un système en fait ouvert au grand public. Hein, il suffit d'aller s'inscrire sur Microsoft.com avec son compte Microsoft, personnel ou professionnel, on peut choisir. Et en fait, on s'inscrit là et quand on est sur une de ces machines Windows 10, on va dans les paramètres Windows Update de la machine. Et là, on a un volet Insider en fait qui est disponible et quand on clique dessus et qu'on est inscrit au programme, on peut choisir d'upgrader sa machine sur une version bêta en quelque sorte. Hein. Enfin, c'est une version dev en fait dans mon cas qui permet de tester le Windows 11. Donc je l'ai mis sur ma Surface Pro 4 qui commence à avoir un âge vénérable mais qui fonctionne toujours aussi bien. Et vraiment comme tu dis Anto, c'est ce mode tablette et interface repensée qui m'a le plus bluffé. C'est-à-dire le tactile est vraiment nickel, les boutons maintenant s'espacent automatiquement dans l'interface. Il n'y a plus un mode tablette en fait. C'est Windows 11 qui est pensé aussi tablette. Et ça, c'est vraiment une grosse différence. Il y a un petit volet avec des widgets, un petit slide de la gauche de l'écran. Ça fait un demi-écran avec une dalle en verre comme ça transparente, avec tous des petits widgets, météo, actualité, politique, économie, tout ça. Vraiment sympa. J'espère qu'il y aura la possibilité aussi de rajouter encore plus de widgets. On peut déjà mettre son agenda, sa to-do list, donc tout ce qui est un peu interconnecté en app Microsoft. Et alors, il y aura une place qui n'est pas encore maintenant occupée, mais qui est prévue dans la version qui sortira de Windows 11, de Teams. En fait, Teams va être vraiment au cœur de l'OS, c'est-à-dire il va remplacer, il va avoir une part en tant que morceau de Windows pour la communication message, la communication visio, et donc c'est vraiment top. Pour les écoles aussi qui utilisent la plateforme Microsoft, vous et moi, on utilise ça aussi beaucoup d'outils Teams pour communiquer entre nous. C'est vraiment top parce que Teams va donc être plus léger, va être plus rapide, va faire partie intégrante de l'OS, tout intégré, il n'y aura plus à l'installer, il n'y aura plus à faire des configurations spéciales. Et alors, oui, les apps Android, ça t'en as parlé, Anto et Lolo, je sens que tu as déjà une belle hype par rapport à ça. Donc il va avoir la possibilité, en fait, via le store Amazon qui va être fusionné avec le Microsoft Store, qui lui-même a été complètement repensé. Hein. Microsoft Store repensé de A à Z, intégration d'apps Android qui ne sont pas encore dans la preview actuelle mais qui vont arriver bientôt. Et je sais même, une petite voix m'a dit qu'on pourrait même installer ces applications en plus de celles du store Amazon, avec les actuels APK et les futurs, c'est les ABB, je pense, le prochain format. Donc on ne sera même pas limité a priori uniquement au store Amazon d'app, mais on pourra rajouter ses propres modules sur son ordinateur. Ce qui est une bonne nouvelle, et je pense que Laurent a eu l'occasion de tester une autre version Oui. plus avancée, En fait, plus ouais. secrète, et il y a notamment une nouvelle fonctionnalité dont Laurent, je ne Ouais. sais pas si tu as signé une NDA, comme on appelle Mais- ça, les Non-Disclosure Agreements. Ouais, mais en Mais fait, la fois est trop grosse ici pour que je ne puisse pas la lâcher en fait aux personnes qui écoutent. Alors, sachez que si vous avez testé les anciennes versions de Windows, il y a le petit trombone qui répondait aux questions. Eh bien, voilà, c'est une information en primeur absolue. Sachez que cette année, sous le nouveau Windows, ce sera Sébastien modélisé en 3D qui répondra à vos questions. Sébastien, tu confirmes? Oui, non, absolument, je suis en train de pouffer de rire derrière mon micro, mais tout va bien. C'est vraiment trop con. Oui, voilà, donc c'est ça, je remplace Monsieur Trombone dans la prochaine version. Voilà, pour la version francophone. ça, c'est Il y l'exclusivité. aurait ma quoi. tête, en fait, hein, qui apparaît au bord de l'écran avec une bonne astuce pour Windows. Chaque fois une astuce différente. La grosse Hein. exclusivité, quoi.
Voilà. Incroyable. Mais donc, voilà, Merci si Laurent. vous voulez en savoir plus sur Windows 11, on va pas s'éterniser là-dessus, mais il y a pas mal de choses disponibles en ligne d'infos. Alors, comme à chaque fois, hein, il y a de bonnes infos et de moins bonnes infos, donc il faut bien faire le tri. Si vous avez des doutes là-dessus, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. On sait qu'il y aura aussi des fonctions vraiment propres à l'éducation dans ce Windows 11. Il a été pensé en termes d'accessibilité, d'inclusion pour les personnes souffrant de troubles, de handicap moteur, de handicap physique, de handicap mentaux, troubles de l'apprentissage. Il y a toute une série en fait, de fonctionnalités qui vont être nativement intégrées dessus, mais je prévois d'ici la rentrée une grosse communication sur tous les canaux par rapport à ça, et je pense qu'on en reparlera ensemble dans un épisode dédié très certainement à ces thématiques. Et puis alors aussi, faites-nous savoir, en fait, si vous voulez éventuellement que je fasse une petite série de vidéos, peut-être YouTube, où j'enregistrerai sur mon ordinateur de test des petits trucs Windows 11 pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble vu de l'intérieur. C'est peut-être quelque chose que je pourrais faire. Je n'y pensais pas au départ, mais s'il y a des gens motivés à suivre ce genre de vidéos, je pourrais peut-être proposer une série pour cet été. Ça pourrait m'occuper. Et d'ailleurs, en parlant d'été, qu'est-ce que vous avez prévu, vous les gars? Tout dépend du match de ce soir. Non, ouais, sans, non, ouais, sans rire, c'est vrai que je vais me déconnecter. Il faut peut-être dire, Non, il faut peut-être dire aux gens qu'on enregistre excuse-moi Laurent, je te coupe. Il faut peut-être dire aux gens qu'on enregistre le podcast le jour du fameux Belgique-Italie, parce que ce podcast il sera peut-être publié dans 6 mois, parce que ça arrive souvent qu'on fasse ça. On va essayer de le sortir parce que ça se tombe, on sera en hiver hein, quand le podcast il sort. Donc disons-le, nous sommes en juillet, début juillet. Et ce soir, c'est Belgique-Italie. Maintenant, désolé Laurent, je t'ai coupé. Je t'en prie, tu peux reprendre le flow de ta pensée. Ok, bah écoute, moi ces vacances, je vais quand même me déconnecter, je t'avoue. Partir, c'est vrai, en Italie. Mais avant ça, il y aura un dernier petit sprint qui s'opère à EduLab, à Technofuture. Et moi, de mon côté, eh bien, il y a des stages sur une thématique qui est, devinez laquelle, à votre avis, c'est quoi? La VR. La réalité augmentée. Bah, il y a quelqu'un qui vous a dit ou quoi? Bien sûr, ouais, c'est ça. Donc ce sera sur la réalité virtuelle augmentée. Trop fort. Et c'est encore un stage de création d'une semaine avec des petits bouts où ils vont devoir bien construire une base spatiale en réalité virtuelle augmentée à l'aide de Cospace et du. Voilà, moi ce qui m'attend, et j'en profite pour déjà remettre un gros coucou à tous mes collègues et à toute l'équipe qui prépare ardemment ce stage. Ah, ça va être terrible, terrible. Et toi, Anto, qu'est-ce que tu vas faire de beau? Les pieds dans l'eau? Alors, pas les pieds dans l'eau non plus chez Technobel. Même réponse que Laurent. Une de nos grosses actualités, eh bien, c'est effectivement des stages partout en Wallonie et autour de nous. C'est-à-dire qu'on sera sur Ciné, on sera sur Bastogne, on sera sur Jambes aussi. Donc, on est un peu partout sur des stages qui, pareil, vont ici parler de numérique. Alors, on explore un peu de tout. On aime bien construire des robots, on aime bien prototyper avec des cartes électroniques, on aime bien aller jouer dans différents milieux, aller jouer dans l'eau, aller jouer avec l'air, aller jouer avec tout plein d'éléments, faire de la découpe laser, faire de la 3D, enfin bref, on va faire plein de trucs, ça va être super cool. On adore se servir en fait des stages comme un laboratoire d'expérimentation pour ce qu'on va proposer ensuite dans des formations édu. Et la grosse excitation que j'ai cet été, c'est qu'on a prototypé des bateaux avec des cartes microbits, et franchement, donc en fait on a une mare hein, chez Technobel, on a une petite mare qu'on a ajoutée il y a peu de temps, et on a créé des bateaux qui vont aller dans la mare pour aller, alors soyons sérieux, d'abord parce que c'est super cool de créer un bateau, et ensuite parce que non seulement c'est super cool de créer un bateau, mais en plus le bateau va aller poser des capteurs dans la mare pour nous dire quel est le pH de l'eau, est-ce qu'elle est claire, est-ce qu'elle n'est pas claire, etc., etc. Donc ça modélise aussi ce qu'on fait dans la vraie vie en termes d'observation de données avec ces petites cartes, vous savez qu'elles sont fait, chères à mon dans la petit vraie vie, cœur, tu te ces balades petites les cartes pieds dans la microbits. mare et tu poses des capteurs de pH et d'oxygénation, c'est ça? Exactement, mais il y a Tous les plein de jours. petites bêtes à protéger dans la mare, et donc un bateau c'est mieux parce que ça les blesse moins que mes pieds. Alors ça, c'est bien fait quand même, Ouais. hein, incroyable. Hein. Donc c'est terrible. Et donc ça, c'est l'étape du projet en juillet. Et au mois d'août, tu fais grandir le projet. Tu fais ça à la mer du Nord, en fait. On y arrive de plus en plus, et la grosse actualité, ce sera aussi la sortie très bientôt. Alors je peux pas donner de date parce que, eh bien, on n'en est pas encore à l'étape de la date, mais visiblement pour septembre, ça devrait être prêt. La sortie du nouveau catalogue MakerHub Edu avec des fiches inspirationnelles pour mener des expériences STEAM avec le numérique. Donc on va parler de science et de numérique, de nature et de numérique, et donc on va voir tout ce qu'on peut faire avec des petites expériences EO directement dans sa classe de façon très concrète comme d'hab, avec bien sûr des formations dispo quand on en a besoin. Ouais, bah écoute, moi je vais suivre vos bonnes idées. Je vais faire une grosse déconnexion. Je pense que ce sera pas mal aussi au milieu de l'été. Et puis, bah, il y aura déjà On peut aussi t'expliquer comment couper les de la- notifications si jamais. de la- Ouais. C'est vrai.
On est devenu expert. Private joke. Mais donc, ouais, grosse coupure milieu de l'été. Et à mon avis, après, et déjà maintenant ici, avant que je ne déconnecte, ce sera préparation de la rentrée parce qu'il y aura toutes les nouveautés Microsoft Éducation pour la rentrée scolaire à préparer, à vulgariser, des petites vidéos, des tutos, des nouvelles formations à mettre en place, aider les écoles dans la rentrée parce qu'il y a déjà des demandes pour des formations en masse. Je pense que c'est le cas pour vous deux aussi pour la rentrée à venir. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent inviter l'un de nous ou toute l'équipe, hein, puisqu'on fait aussi pas mal de formations tous les trois, pour la formation de votre école, ne tardez pas à booker parce que nos agendas se remplissent à vitesse grand V. Et puis je pense que je vais passer un peu de temps à bosser aussi un nouvel outil qui va sortir dans Teams, développé par Microsoft, qui s'appelle l'aide à la lecture, qui sera vraiment une grosse nouveauté de Teams pour la rentrée à venir, qui permettra d'aider en fait les enfants ou les adultes à apprendre à lire avec une captation micro et vidéo d'une lecture de texte à voix haute, et le système en fait va repérer les erreurs de prononciation, les répétitions, les figures de style, etc., pour vraiment aider à apprendre à prendre ses respirations, à bien lire le texte, à bien articuler, et avec toutes des statistiques que le professeur pourra utiliser avec les enfants, les ados ou les adultes. Ça pourra être disponible, je pense, pour des cours dès la primaire pour l'apprentissage de la lecture en français, mais aussi dans l'apprentissage des langues plus tard dans la vie, ou même pour l'apprentissage de l'éloquence et de l'expression orale en public. Donc plein de belles choses, et je vais passer un peu de temps à potasser tout ça pour être au top niveau et vous apprendre hein, toutes ces fonctionnalités à la rentrée. Excellent. Et je pense que j'avais vu ce mode d'ailleurs pour PowerPoint aussi, pour mieux Ouais, le présenter ces Presenter PowerPoint. Coach, Il y avait ouais, un tout mode à assez fait. similaire. Ben, c'est Donc, un cousin en fait, mais qui a été développé pour la lecture, basé sur un peu les mêmes technologies que le Presenter Coach, qui, en effet, dans PowerPoint, analyse est-ce que tu es trop près du micro, trop loin du micro, est-ce on voit pas tes mains, tu es trop neutre par rapport à ta caméra. Donc, il donne déjà plein de trucs aussi pour faire une bonne présentation de diaporama. Et là, on va encore un cran au-dessus. Et puis, il y a une foule d'autres choses, mais j'en parlais notamment sur mon blog dans un billet consacré. Et puis j'avais fait une petite quoi de neuf chez Microsoft Éducation en podcast pour annoncer et teaser un petit peu tout ça au mois de mai. Donc voilà, donc pas mal de choses, un beau programme. Bah écoutez les gars, je pense on a fait un tour assez sympa de cette fin d'année scolaire. avant de se quitter, effectivement, c'était un beau tour d'horizon de cette fin d'année scolaire. Et j'avais une dernière chose que je voulais dire dans le podcast pour pouvoir partir en vacances et laisser les enseignants partir en vacances sans regret. Si vous avez besoin d'un conseil lecture sur la plage pour être prêt à la rentrée à attaquer notamment avec des petites cartes microbits, ben ça tombe bien, ça tombe pile poil puisque l'auteur Dominique Nibard, que Laurent adore, un de ses auteurs préférés, vient de sortir son nouveau livre. Hein. Il sort régulièrement des livres sur des activités à mener avec différents outils numériques. Et son nouveau livre, c'est 50 activités avec la carte microbit. Il avait déjà édité un premier numéro qui s'appelait 40 activités avec la carte microbit. Interdit au moins de 18 ans. Notamment avec tout plein de capteurs, etc. Et je sais qu'il y a des enseignants qui adorent ces livres parce qu'en fait, ce sont des fiches pratico-pratiques, des fiches d'une page ou deux qui disent à chaque fois, voici des activités à mener en classe. Et donc, 50 fiches, ce sont autant d'opportunités d'utiliser cette carte de façon très concrète en classe avec ses élèves et de pouvoir ensuite faire des projets de plus en plus sympas avec cette carte. Donc, le petit conseil de lecture de cet été, eh bien, c'est certainement ce livre, 50 activités avec la carte microbit Sébastien. Top, oui, tu compileras tout ça sur ton OneNote que tu nous partageras après ton retour de voyage et d'expédition. Moi, je vais rebondir sur l'île d'Anto. Je vais finir en vous donnant aussi un petit conseil lecture. Bah, moi, en fait, je prends 2 lectures en vacances, ça va être rigolo. Je prends mes Canard PC, qui est le magazine auquel je suis abonné et dont je suis un grand fan. Donc, si vous aimez le jeu vidéo, lisez Canard PC, c'est Excellent. le magazine qui vous fait du bien. Et c'était pas sponsorisé. Et en vrai, en lecture, voilà, dans les lectures de l'imaginaire, je suis dans un cycle de lecture pour l'instant d'Alain Damasio, qui est un auteur que j'adore. Et donc, je suis actuellement en train de lire Les Furtifs, qui est son dernier grand roman, si je me souviens bien. Ça touche un peu voilà, au futur disruptif, à des uchronies. C'est vraiment sympa. C'est souvent lié aussi à des critiques de notre société, à aussi un recul parfois intéressant pris sur le monde du numérique. Mais évidemment, c'est du fantastique, hein, c'est des lectures de l'imaginaire, c'est pour voyager dans sa tête. Mais voilà, si vous cherchez un chouette livre, moi, c'est celui-là qui m'accompagnera dans mes lectures de l'été, avant que j'enchaîne certainement sur un suivant.
Eh bien, voilà, je Excellent. pense que là, les gars, on est prêt à partir en vacances. Moi, ma valise, elle est prête, là. Elle doit encore attendre 2, 3 semaines avant de vraiment que je puisse l'embarquer et décrocher. Mais je vous souhaite un très bel été à tous les deux, de super vacances. Et puis, de toute façon, on reste en contact pour préparer le spécial podcast de la pré-rentrée ou rentrée scolaire tous les trois. On est de retour dès septembre, ouais. Et je peux repérer qu'on a foiré total notre intro qui était pourrave, mais on va pas rater notre sortie. Hein. Comme disait le chronique fiction, on peut rater sa vie, mais on peut pas rater sa mort. Ah, c'est beau. Mesdames, messieurs, très belles vacances à tous et à bientôt. Profitez bien, merci à vous pour l'écoute. Ciao, ciao.